Dans ma jeunesse, quand je fréquentais l'unité de soins palliatifs de Paul Brousse, avec Michel Salamagne, certains l'ont connu, et Michel Salamagne me disait que c'était dur de s'occuper des personnes en fin de vie, et il me disait d'une manière assez humoristique, mais quand ça se passe bien, il faut dire ça s'est bien passé. Ça nous fait plaisir et ça nous renconforte. Je dirais que ça s'est bien passé la première partie de notre après-midi de notre colloque. Je vous en remercie. Je remercie les intervenantes et intervenants de ce matin, enfin de ce matin, de la première phase de notre colloque. Et je pense que c'est bien parti pour la réflexion. Donc notez déjà sur vos agendas le 3 juin au théâtre Antoine. Vous serez surpris parce que ce sera à la fois effectivement la restitution de tout le travail qu'on va mener dans ces prochaines semaines. Soyez attentifs aussi au webinaire et sur le site, vous verrez qu'il y a déjà le programme des 6 webinaires qui est en ligne. Et je pense qu'on fera un événement intéressant. Il faudra venir aussi des parlementaires pour leur remettre ce que va être le fruit de nos propositions. On va ouvrir cette deuxième partie. Vous êtes peut-être rendu compte aussi que l'espace éthique, c'est un lieu aussi d'amitié, où c'est vrai qu'on travaille l'éthique, mais on a développé aussi des relations d'amitié avec bien nombre de personnes. Beaucoup ne sont pas là parce qu'il y a aussi des personnes en province, et que dans les gens qui nous font l'amitié d'être là, ce sont des amis de longue date. Et je les remercie d'être avec nous, souvent pour nous conseiller quand on a des situations particulières et qui justifient de notre part quelques réactions. Je vais donner la parole à Anne-Caroline Clause-Verdreau, donc qui est médecin de santé publique à l'espace éthique. Certains, quand on a lancé notre enquête, ont dit que c'était une utopie de lancer une enquête aussi rapidement, mais on sait faire face aux utopies. Et vous verrez le document, donc on l'a mis en ligne ou pas encore le document? Voilà, donc je pense que le document il est en ligne aujourd'hui, il est assez complet puisqu'il y a beaucoup de verbatim. Il fait combien de pages? 48 pages? 70 pages. Et ce que j'ai demandé à Anne-Caroline, c'est de présenter véritablement les premières informations issues de cette enquête en une dizaine de minutes. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Donc j'ai le plaisir, comme l'a dit Emmanuel, de vous présenter les résultats de l'enquête Refonder ensemble la démocratie en santé, donc qui est une initiative de l'équipe de l'espace éthique Île-de-France. Alors, au départ, cette enquête avait un double objectif, celui d'obtenir, disons, un état des lieux en termes d'avancées, mais aussi de limites, 20 ans après le vote de cette loi, et l'objectif de recueillir des propositions d'évolution. Pour cela, nous avons constitué un conseil scientifique qui a contribué à l'élaboration d'un questionnaire. Questionnaire qui aborde pas moins de 34 thématiques différentes. Ce questionnaire a été diffusé au niveau national entre le 20 janvier et le 8 février dernier. Et au total, nous avons obtenu 251 réponses, dont environ 2/3 de professionnels de santé. Alors, ce que je vous propose, c'est d'insister rapidement sur les 10 points qui, selon moi, se dégagent prioritairement de l'analyse des résultats. Alors, premier point, pour les répondants à notre enquête, la loi du 4 mars a, de façon indéniable, permis de favoriser des évolutions dans les pratiques. Et en premier lieu, elle a contribué à faire reconnaître le droit fondamental de la personne à être informée sur son état de santé. Cette loi a également contribué à renforcer la place accordée à la parole du patient, qu'il s'agisse de respecter sa décision pour des soins qui le concernent, qu'il s'agisse aussi en matière de gouvernance hospitalière de tenir compte des avis des représentants des usagers, et qu'il s'agisse encore de pouvoir s'appuyer sur le savoir expérientiel du patient dans le cadre de séances d'éducation thérapeutique, par exemple. Voilà, donc finalement, on peut dire que l'usager est devenu un interlocuteur légitime. Et il s'ensuit que la relation de soins est aujourd'hui moins empreinte de paternalisme et qu'elle s'oriente désormais davantage vers un partenariat, ce qui fait dire à cette répondante à notre enquête, je cite, « La parole se libère, il y a un MeToo dans différents domaines de la santé ». J'en viens à mon second point. Alors plus largement ici, et peut-être pour tenter d'apporter une définition à la démocratie en santé, on avait une partie des répondants qui ont notamment mis en avant le principe de collégialité
comme étant un principe aujourd'hui reconnu et qui justifie désormais de se donner les moyens d'une véritable démarche collaborative qui associe l'ensemble des acteurs du système de santé pour à la fois élaborer et mettre en œuvre les politiques de santé. Et cette idée est illustrée par ces mots d'une professionnelle de santé qui dit, je cite, « Pour moi, c'est tous les Français qui doivent aider, en fonction de leurs besoins et souhaits, à déterminer la santé de demain. » Alors, troisième grande idée, sans nier le fait que la loi ait pu favoriser un certain nombre d'avancées, une partie des répondants à l'enquête estime toutefois qu'un certain nombre de droits fondamentaux contenus dans la loi ont été bafoués dans le contexte de la crise, et notamment le droit à la protection de la santé et le droit au respect de sa dignité jusqu'à la mort, avec des personnes qui, on le sait, n'ont pas pu être pris en charge à temps et sont décédées seules à leur domicile. Et comme le dit cette juriste francilienne, nous assistons à des reculs éthiques caractérisés. Certains patients Covid sont morts seuls au moment extrême de leur vie. Et certains répondants, par ailleurs, estiment également que les droits au respect de sa vie privée et au consentement libre et éclairé n'ont pas non plus été respectés ces derniers mois, si on considère notamment les questions relatives à la vaccination ou aux résultats des tests antigéniques et PCR. Quatrième grande idée, indépendamment du contexte de la pandémie, les répondants étaient nombreux à insister sur l'écart qui demeure entre, d'une part, la loi et d'autre part, les pratiques, notamment en raison d'une méconnaissance de cette loi, tant du côté des professionnels de santé que du côté des usagers. Et c'est pourquoi certains considèrent que pour que cette loi soit véritablement appliquée, il serait plus pertinent d'assurer une formation des différents acteurs sur le contenu de cette loi, afin que chacun puisse être mieux informé sur les droits et devoirs de chacun. Et donc, comme le dit cet anesthésiste réanimateur, je cite, « Rien ne sert de changer les lois si elles ne sont ni connues ni comprises et donc pas appliquées ». Et par ailleurs, un certain nombre de répondants estiment qu'il serait nécessaire que des sanctions soient prévues en cas de non-respect de la loi, si on veut que cette loi puisse être véritablement appliquée. Cinquième point, à l'occasion du bilan des 20 ans de cette loi, il a été rappelé par un certain nombre de répondants qu'un encadrement légal à lui seul, ne suffit pas à lui seul à faire évoluer les mentalités et les comportements. Donc, autrement dit, c'est l'idée qu'un professionnel pourra parfois respecter à la lettre un article de la loi tout en se détournant en réalité de l'esprit de la loi. Pour prendre un exemple concret, un établissement peut tout à fait, pour respecter la loi, tout mettre en œuvre pour que chaque patient désigne systématiquement à son arrivée une personne de confiance. Sauf qu'en réalité, parmi ces patients, un certain nombre n'auront pas eu le temps de bien choisir leur personne de confiance. Ils n'auront pas eu le temps non plus de bien comprendre concrètement son rôle et ses missions. Autre exemple pour illustrer cela, lorsqu'un médecin informe son patient d'absolument tous les risques, par exemple avant une chirurgie, certains répondants considèrent que ce médecin fait cela surtout pour se couvrir lui-même plutôt que dans l'intérêt de son patient. Parce que voilà, finalement, trop souvent, le patient va être amené à cocher la case disant qu'il a été informé, mais finalement, trop souvent, il n'a pas vraiment pu intégrer et comprendre l'ensemble de ces informations. Pour le dire autrement, il n'a pas pu toujours bénéficier d'un temps d'échange suffisant dans un climat de confiance avec son médecin, un temps qui soit réellement éclairant pour lui. Et donc, ceci s'explique en grande partie, évidemment, parce que les professionnels de santé n'ont pas le temps d'expliquer les choses, comme l'exprime cette personne retraitée des Hauts-de-France. Dans la mesure où les soignants ne sont pas débordés, la convivialité est bien meilleure. J'en viens à mon sixième point. Pour essayer de se prémunir précisément contre ce type de dérive, un certain nombre de répondants se sont interrogés sur la pertinence finalement de délivrer une information exhaustive, et en particulier lorsqu'il s'agit de risques extrêmement graves. Et donc, ils préconisent de finalement supprimer cette obligation d'informer sur ces risques pour plutôt pouvoir décider au cas par cas en fonction de la capacité pressentie de la personne à comprendre, mais aussi à recevoir ces informations.
Et après, comme le formule ce professionnel de santé, je cite, « Comment s'assurer que les patients ont compris et intégré le flot d'informations sans cesse croissant avec lequel on se donne bonne conscience à bas prix ?» Alors, pour tenter d'améliorer les choses sur ce plan-là, il a été proposé d'inscrire dans la loi l'existence d'un temps protégé pour annoncer une maladie grave, pour informer sur les risques associés à un traitement, pour expliquer le rôle et les missions de la personne de confiance, etc. Pour finir rapidement sur cette idée, donc cette dernière proposition donc d'un temps protégé pour informer et expliquer les choses, ce point-là apparaît particulièrement vital aujourd'hui si on considère évidemment notamment la digitalisation des pratiques et le virage ambulatoire. On est effectivement dans un contexte où l'art de l'examen clinique et de l'accompagnement doit être plus que jamais protégé, et notamment protégé au niveau de la loi. J'en viens à mon 7e point. Les répondants insistent par ailleurs sur la nécessité de renforcer les échanges et le dialogue entre l'ensemble des acteurs, et en particulier devant le constat qu'il y a encore un certain nombre de résistances qui persistent tant du côté des professionnels que du côté des usagers, avec des professionnels qui vont avoir parfois tendance, pour certains, à considérer que les préférences du patient constituent un obstacle potentiel au bon déroulé des soins, et de l'autre côté des usagers qui dénoncent des abus de pouvoir de la part des professionnels et qui ne se sentent pas suffisamment considérés, hein, comme l'exprime cette personne retraitée de la CPAM, je cite, « On dirait que nous sommes trop peu intelligents pour comprendre ». Alors, pour aider à restaurer la confiance, il s'agirait notamment de faire, et cela a déjà été dit tout à l'heure, de faire plus de place aux représentants des usagers et de renforcer leur participation pour qu'elle soit effective. Donc, concrètement, parmi les propositions qui ont été faites, il faudrait pour cela qu'ils puissent être élus, notamment au niveau des commissions des usagers élus en démocratie directe, qu'ils puissent être systématiquement indemnisés, qu'ils puissent être mieux formés, et puis que leur présence soit rendue obligatoire dans un certain nombre d'instances, au niveau notamment des différents ordres professionnels. Et par ailleurs, il s'agirait de développer également l'éducation par les pairs. Et pour cela, il a été proposé de notamment faire en sorte que les patients experts puissent participer au RCP et puissent également plus facilement participer aux séances d'éducation thérapeutique. Et enfin, sur ce point-là, au niveau de la formation des étudiants en santé, il s'agirait qu'ils puissent bénéficier obligatoirement de modules consacrés à l'écoute et à la communication. Et il faudrait aussi pouvoir rendre obligatoire la participation des patients experts à leur formation. J'en viens au 8e point. Alors, un des grands enjeux urgents actuellement serait évidemment de restaurer l'attractivité des métiers de la santé, en particulier en améliorant les conditions de travail des professionnels, puisque, comme le dit très bien ce médecin généraliste à la retraite, dans les faits, la paupérisation et la raréfaction des personnels de soins invalident les belles paroles. Alors, certains appellent également de leur vœu une gouvernance conjointe des établissements sanitaires par les professionnels et les usagers, ce qui sans doute permettrait de déployer plus facilement une culture de l'écoute et du dialogue, et de s'éloigner de la gestion comptable qui prévaut actuellement et qui standardise et déshumanise les pratiques. Et cette culture de l'écoute et du dialogue pourrait et devrait notamment se traduire par la généralisation de groupes d'analyse de pratiques au niveau de toutes les équipes soignantes. J'en viens à mon avant-dernier point. Alors, les répondants étaient nombreux à insister sur le principe de non-discrimination comme étant un principe essentiel dans le cadre de la démocratie en santé. Au regard de ces derniers mois de pandémie, ce principe nous oblige à mener une réflexion collective dans la perspective de défendre les plus exclus et les plus vulnérables de notre société, et notamment les victimes des déserts médicaux. C'était une des propositions, en supprimant la liberté d'installation des médecins. Par ailleurs, pour les personnes exilées, il a été proposé d'inscrire dans la loi l'obligation de l'interprétariat. Il s'agirait par ailleurs de garantir sur tout le territoire pour les personnes en fin de vie l'accès à des soins palliatifs. Et enfin, il conviendrait d'élargir les droits de l'enfant et de l'adolescent, notamment en leur permettant de participer aux réunions qui abordent leur projet de vie. Et je termine sur cette idée avec ce verbatim assez parlant d'un professionnel de santé qui exerce en unité de soins palliatifs. Je cite, « Aujourd'hui, si on veut être bien soigné, il vaut mieux être un homme blanc, riche, cisgenre, hétérosexuel, des classes aisées, habitant une grande ville, possédant un ordinateur et de préférence sans convictions qui font désordre. » J'en viens à mon dernier point.
Alors c'est cette nécessité d'avoir pour horizon d'action des citoyens mieux armés et plus engagés de façon autonome dans les différents domaines de la santé. C'est cette même idée qui est exprimée ici par cet infirmier libéral qui dit: on doit rééduquer la population à prendre soin d'elle et être l'acteur principal de sa santé et à ne pas se reposer sur les professionnels. Alors pour cela, il conviendrait notamment d'améliorer la coordination entre les professionnels, en particulier entre la médecine de ville et l'hôpital, puisque, on le sait, les parcours de soins apparaissent de plus en plus fragmentés et que cela, évidemment, ne favorise pas la conquête de son autonomie. Et il s'agirait par ailleurs d'investir des moyens dédiés à la prévention, et ce, dès l'école, pour sensibiliser tous les citoyens à ces enjeux de santé publique, et essayer d'inventer ensemble des réponses collectives pour y répondre. Et enfin, certains répondants insistaient sur la nécessité de mettre en balance dans la loi, alors ça se discute, les droits des usagers avec le rappel de leurs devoirs, et notamment celui de respecter les professionnels. Alors pour conclure, juste 2 points. Ces premières données, me semble-t-il, contribuent à justifier une révision de la loi du 4 mars. Et nous prévoyons par ailleurs, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, de publier une contribution collective en juin prochain avec l'ensemble de nos propositions de modification de la loi. Je vous remercie pour votre attention. On est très fiers d'avoir un médecin de santé publique dans l'équipe. Donc, vous savez qu'il y a un pôle de recherche que dirige à l'Espace éthique Paul Louveil-Dubuc, avec une équipe qui travaille avec lui. Et c'est vrai que c'était un défi de présenter les résultats de cette enquête aussi rapidement. On a vu tout l'intérêt qu'a cette enquête. Vous pourrez donc la retrouver d'une manière exhaustive sur le site. Également, ce à quoi on a été attentif avec l'équipe, c'est au verbatim. Et je pense que lorsque vous faites de l'éthique aujourd'hui, il faut aussi s'inscrire dans une mémoire. Et vous verrez dans les documents sur notre suivi de la crise sanitaire, de la pandémie, le pendant et pandémie après, donc les 3 gros documents qu'on a déjà sortis, il y a beaucoup de verbatim. Alors c'est pas uniquement le flot des verbatim, c'est-à-dire c'est pas uniquement des témoignages, il y a eu des discussions, des échanges. Je pense que ça restitue une sensibilité. À la fois, à un moment donné, si on devait réécrire ce que les gens nous ont dit en mars 2020, ils ne diraient pas de la même manière. Donc, soyez attentifs aussi à ce travail que l'on fait, c'est-à-dire de déposer dans notre histoire collective, dans notre histoire du temps présent, comme disait Foucault, tous ces éléments qui sont autant de traces qui nous sont précieuses. C'est qu'un immense merci. Tu restes avec nous parce que tout à l'heure, dans la discussion, j'imagine qu'il y aura peut-être des questions à poser. Puis je disais à la dame qui prenait la photo, vous pouvez, si vous voulez avoir le diaporama, vous nous demanderez tout ce qui est à l'espace éthique et partagé. Voilà, donc avec plaisir. Et puis un dernier message pour les personnes qui sont ici et puis d'autres avec qui vous travaillez. Associez-vous à nous dans la réflexion. Je l'ai dit à plusieurs personnes, il y a des groupes de travail. Et donc, dès le retour, vous pourrez nous envoyer ou nous déposer tout à l'heure votre email et on prendra contact avec vous pour enrichir notre démarche.